Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur une nouvelle vidéo en compagnie d'un nouvel expert du Cercle Aristote, quelqu'un que vous connaissez fort bien, Nicolas Klein. Bonjour. Bonjour. Nicolas, évidemment, on ne te présente plus, hein, parce que tu es déjà venu de nombreuses fois, soit en conférence, soit en vidéo sur la chaîne Cercle Aristote. Hispanophone, grand spécialiste de la politique espagnole, dont tu avais notamment sorti un ouvrage, dont voilà. On n'en reparlera pas aujourd'hui puisque c'est pas le but et puis on en avait déjà fortement parlé. Voilà, grand spécialiste de tout ce qui est du monde culturel hispanophone de manière générale et de l'Espagne en particulier. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui ensemble au Cercle Aristote, puisque évidemment, élection européenne oblige. On a énormément parlé et toute l'Europe parle de ce qui se passe en France, et c'est bien normal au vu de la situation, mais on en avait déjà parlé avec d'autres. Il y a d'autres pays qui ont des élections, qui ont des situations politiques, on va dire, particulières, et c'est le cas de l'Espagne, puisqu'on va revenir ensemble non seulement dans une première partie de l'émission sur les résultats, mais également sur la conduite du gouvernement de Pedro Sanchez dans une deuxième partie. Alors, première question, est-ce que tu peux, un, nous parler de ces résultats et deuxièmement, qu'est-ce que tu en retires? Alors, les résultats sont, globalement assez clairs. Donc c'est le parti populaire, espagnol qui est arrivé en tête, c'est-à-dire la droite classique, hein, un petit peu ce qui serait les républicains chez nous, mais en meilleure forme électorale, en meilleure forme tout court d'ailleurs. Donc qui, sur les 61 sièges attribués à l'Espagne au Parlement européen, en a remporté 22. Alors ça fait une progression de 9 sièges par rapport à 2019, et une progression de 14 points si on regarde les résultats en termes de pourcents. Alors 22 sièges, c'est sans doute un petit peu décevant pour le Parti populaire parce qu'ils espéraient plus, ils espéraient se rapprocher des 30 sièges, voire les dépasser. Comme très souvent ces dernières années, en fait, la droite classique espagnole s'est fait rattraper dans les sondages, au cours des derniers jours, des dernières semaines de campagne. Mais ça reste quand même une victoire, incontestable. Le Parti populaire arrive en tête dans quasiment toutes les provinces espagnoles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la circonscription électorale en Espagne, c'est la province, ce qui correspondrait plus ou moins à notre département en France. Donc il arrive en tête dans quasiment toutes les provinces, alors de façon plus ou moins nette évidemment, mais on a des provinces où on a plus de 45, voire quasiment 50, voire même une, je crois, plus de 50 des voix pour le Parti populaire. Donc ça, c'est 22 sièges, le Parti populaire en tête et juste derrière, on a le Parti socialiste ouvrier espagnol, donc la gauche classique, en bien meilleure forme aussi que notre parti socialiste à nous, qui a 20 sièges. Alors 2 sièges d'écart, ça paraît pas énorme, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins que l'écart qu'il y avait initialement dans les sondages. Les sondages, qui paraissaient depuis le début de l'année, en janvier, février, mars, avril, encore au mois de mai, montraient des écarts nettement plus importants. Comme je le disais, le Parti socialiste a refait le coup qu'il fait assez classiquement ces dernières années, c'est de remonter dans les sondages, sur les dernières semaines, les derniers jours de campagne, plus d'ailleurs parce que la droite, espagnole est pas très bonne dans les campagnes plutôt qu'à cause d'une qualité intrinsèque de campagne du parti socialiste, je pense. Donc 20 sièges, l'écart paraît pas énorme. Alors pour le Parti socialiste, ça représente un siège de moins qu'en 2019, c'est-à-dire que vraiment pour un parti au pouvoir, il limite la casse, très clairement, et ça fait à peu près 3 points de moins, 3 de moins par rapport à 2019. Alors quand même, il faut être, assez clair, ça fait quand même 4 de différence entre les 2 partis, le Parti populaire et le Parti socialiste. Et ça fait à peu près, si ma mémoire est bonne, 700 000 voix de différence. Donc 2 sièges, ça paraît pas énorme, mais il y a quand même une différence assez marquée en nombre de voix. Et puis en troisième position, on voit arriver la droite radicale de Vox, qui, obtient 6 sièges sur les 61. Ça fait alors ça fait 2 sièges de plus, ça fait à peu près 3 points de plus qu'il y a 5 ans. En fait, ça montre la consolidation, de la droite, radicale, de l'extrême droite en Espagne. Même si là aussi, je pense que malgré la progression, on voit que c'est un peu déçu parce qu'ils s'attendaient à se rapprocher des 10 sièges aussi. Ils s'attendaient à une, comment dire? Une progression encore plus nette, mais enfin, indéniablement, il y a une consolidation de Vox. Ils n'atteignent peut-être pas les scores qu'ils espéraient, mais il y a une consolidation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les autres partis, il y a encore un recul net de la gauche radicale. Alors ça, on l'observe depuis quasiment toutes les élections en Espagne, quel que soit le niveau, depuis 2016-2017. Il y a eu 2-3 ans, grosso modo, de forte hausse de la gauche radicale et maintenant elle est en repli partout.
Il y avait 2 coalitions qui se présentaient séparément, contrairement à 2019 où il y en avait une seule pour cet espace politique et elles font ensemble un siège de moins que la coalition de 2019. Donc là, on voit ce recul et puis les séparatistes, catalans aussi reculent, assez nettement. Ils perdent quasiment 1 million de voix, par rapport aux élections européennes de 2019. Il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, pardon, concernant les résultats des élections, parlementaires, des élections européennes, pardon, des élections au Parlement européen en Espagne. C'est la percée d'un groupement politique, d'une plateforme plus que véritablement d'un parti, d'une plateforme politique, qui n'avait jamais concouru aux élections avant et qui remporte 3 sièges. C'est une surprise, qui s'intitule alors c'est une plateforme qui s'appelle «Se acabó la fiesta», c'est-à-dire «La fête est finie». Alors c'est déjà tout un programme le nom, hein, je trouve, qui est, menée par un jeune homme, originaire de Séville qui s'appelle Albice Pérez, enfin c'est son pseudonyme, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Albice Pérez. Alors, Se acabó la fiesta, c'est quoi? C'est une plateforme, on pourrait dire de droite radicale ou d'extrême droite, hem, qui estime qu'en fait même Vox, qui est censé être la droite radicale un peu classique en Espagne, qui estime que même Vox est modéré. Donc je trouve que ça place assez bien, l'idéologie de Se acabó la fiesta. Alors, grosso modo, les points de son programme, c'est quoi? Alors, Albice Pérez considère qu'en fait, l'un des gros problèmes de l'Espagne, c'est ce qu'il appelle la particratie. C'est pas lui qui vraiment a popularisé le terme en Espagne, mais il le reprend à son compte. C'est-à-dire, en fait, la confiscation de la démocratie par les partis politiques qui ensuite, une fois qu'ils sont, en place, n'en font qu'à leur tête. On connaît ça en France aussi, hein, c'est pas une spécificité espagnole. Donc pour lui, le principal problème de l'Espagne, c'est ça. Donc ce qu'il veut en fait, c'est il le dit lui-même, hein, il emploie ce verbe, dynamiter le système politique et institutionnel espagnol. C'est un peu un dégagisme généralisé, hein. Heu, il veut une libéralisation très nette de l'économie, moins de bureaucratie, moins d'impôts, plus de liberté d'entreprendre. Même s'il le cite pas toujours comme tel, je pense que son inspiration assez nette, c'est le président argentin Javier Milei. Voilà, et alors il a aussi un axe, un cheval de bataille important qui est la lutte contre la corruption. Alors ce qui est une préoccupation, hein, de nombreux Espagnols. Donc c'est un de ses chevaux de bataille très important, la lutte contre la corruption. Il veut notamment mettre en place et là on va parler d'un autre président latino-américain, il veut, construire une, méga prison comme il dit dans la banlieue de Madrid. Alors pourquoi dans la banlieue de Madrid et pas au fin fond de la campagne, je n'en sais rien, mais voilà, ça c'est ce qu'il dit. Notamment pour tous les hommes politiques corrompus. Il veut mettre en place une politique très répressive, alors pas seulement pour la corruption, mais de façon générale. Alors là, il est très Nayib Bukele, hein, le président salvadorien. D'ailleurs, la comparaison a été très vite faite dans les médias espagnols. Il est aussi, en lutte contre, la pédophilie particulièrement. Là, pour le coup, je suis pas persuadé que ce soit une préoccupation spécifique des Espagnols, mais lui, c'est un des axes de campagne qu'il a développé également. Il est tout à fait contre l'immigration. Lui, il veut une immigration la plus limitée possible en Espagne. Donc voilà, ça situe assez bien le personnage, je trouve. Alors Albice Pérez, c'est pas tout à fait un novice en politique. Il avait commencé en politique dans le parti centriste, citoyen, Ciudadanos, au niveau de la région de Valence. Après, il est passé par Vox, où il était conseiller du président de la formation Santiago Abascal. Et puis, il a décidé donc de créer sa propre formation, c'est Acabó la Fiesta, dont le logo est un écureuil avec le masque de V pour Vendetta. Comment dire? Les auditeurs, les spectateurs, situeront, sans doute, hein, parce que le film est quand même célèbre. Alors en fait, qu'est-ce qui a fait sa célébrité? C'est pas du tout les passages dans les médias, parce qu'en fait, sa liste Acabó la Fiesta n'a commencé à attirer l'attention des médias que dans les tout derniers jours de campagne. Quand les sondages commençaient à lui donner un ou 2 sièges, à la fin, il en a eu 3, ce qui est quand même pas négligeable, hein, pour une liste qui se présente pour la première fois et en fait, il a construit toute sa célébrité sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, je crois aussi. C'est un commentateur de l'actualité politique espagnole qui est connu pour son franc-parler, pour ses formules un peu choc.
C'est quelqu'un dont je pense, indépendamment de ce qu'on voit en lui, hein, moi je suis pas un grand fan du personnage, loin de là, mais c'est quelqu'un qui a indéniablement un certain charisme, je pense. Et donc il a fini par obtenir 3 sièges, ce qui est en moyenne, je dirais 3 fois plus que ce que les sondages lui promettaient à la fin. Alors 3 sièges, évidemment, ça peut paraître pas considérable, mais ça fait quasiment 5 de l'électorat espagnol, au niveau national. Pour un parti qui n'a jamais été médiatisé jusqu'à la soirée électorale, ça me paraît quand même important, et si on les additionne aux voix de Vox, enfin aux sièges de Vox, pardon, ça fait quand même 9 sièges pour la droite radicale ou l'extrême droite en Espagne. Alors là aussi, on peut se dire 9 sièges sur 61, c'est pas énorme, surtout si on compare à ce qu'a fait le rassemblement, pardon, le Rassemblement national en France. Mais il faut savoir que jusqu'en 2018, la droite radicale, l'extrême droite n'existait pas sur le plan électoral en Espagne. Il y avait des partis très, très minoritaires qui parfois pouvaient avoir un ou 2 conseillers municipaux dans une petite commune. Mais jusqu'en 2018, il n'y avait pas de parti de droite radicale ou d'extrême droite, hein, vous mettez l'étiquette que vous voulez, fort en Espagne. Donc 9 sièges, c'est important, et je pense que ça montre une vraie consolidation, là aussi, de ce segment d'opinion en Espagne, très clairement. Et donc je trouve son résultat intéressant, heu, pas tellement pour lui-même, mais pour ce que ça dit aussi de la société espagnole. Alors qui vote pour Albice Pérez? Qui vote pour Se acabó la fiesta? C'est pas une énorme surprise, c'est surtout un électorat jeune. Il faut savoir que, la jeunesse bascule de plus en plus vers la droite en Espagne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit insensiblement, élection après élection. C'est un électorat plutôt, voire franchement masculin, ce qui est pas une surprise non plus. Dans la plupart des pays occidentaux, on voit une divergence aussi entre hommes et femmes, hein, sur l'axe droite-gauche, où les hommes sont de plus en plus à droite et les femmes de plus en plus à gauche. Et très clairement, ça se voit en Espagne. Donc jeune, masculin. En termes de revenus, c'est assez transversal. Heu alors il a tendance à baisser un peu dans les plus hauts revenus, mais en fait, son électorat est à peu près stable sur toutes les tranches de revenus, ça c'est intéressant. Et où est-ce qu'on vote pour Se acabó la fiesta, pour Albice Pérez en Espagne? Alors grosso modo, le sud du pays, le sud-sud-est notamment. Alors c'est pas une grosse surprise non plus parce que le sud et le sud-est, ça fait partie des, on va dire des greniers à voix de la droite radicale, de la droite en général et de la droite radicale espagnole en particulier. La côte méditerranéenne, sud de la région de Valence, région de Murcie, Andalousie, très clairement. Et puis aussi, dans le centre de l'Espagne, beaucoup moins dans le nord, et là aussi, c'est pas du tout une surprise. C'est-à-dire que la droite est traditionnellement plus forte, à quelques exceptions près, dans le centre et dans le sud, plutôt que dans le nord de l'Espagne. Voilà, c'est à peu près ça pour Albice Pérez. Alors au global, quel bilan on peut en tirer? D'abord, il y a une victoire, me semble-t-il, assez nette, du bloc de droite en Espagne à ces élections. C'est pas une immense surprise au vu des sondages, et puis c'est la gauche qui est au pouvoir, donc forcément il y a aussi une érosion, hein, du pouvoir en place. Le parti socialiste résiste mieux que prévu. Alors tout n'est pas rose quand on regarde les résultats, hein. Pour eux notamment, si on regarde la géographie électorale du parti socialiste à ces élections, ça confirme des tendances assez inquiétantes pour ce parti, mais il résiste mieux que prévu globalement. Et donc un enracinement, manifeste de la droite radicale. On voit qu'en fait, c'était pas un feu de paille de 1 ou 2 ans, et qu'il y a une vraie opinion publique de droite radicale ou d'extrême droite en Espagne. Voilà ce que je pourrais dire pour résumer. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que cette montée justement de droite radicale, de partis où il y a pas mal de jeunes, comme vous avez dit, de jeunes hommes, ça correspond à pas mal de mouvements qu'on voit dans l'ensemble de l'Europe, hein, non seulement sur les pays de la côte méditerranéenne, hein, on ne parle pas de l'Italie, de la Grèce, de ce qui se passe, mais on a effectivement des petits partis, pas en termes de, voilà, mais en termes d'appareil, hein, c'est des partis qui n'ont pas une grande histoire, qui sont assez récents et qui commencent vraiment à s'implanter, à s'ancrer dans le paysage politique, au milieu des partis qui sont là depuis des décennies. Et donc on remarque ça également en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un transfert, c'est pas un transfert, mais disons dans le paysage politique espagnol,
en dehors de justement les 2 gros partis de gouvernement, hein, qui donc, sont le Parti socialiste et le Parti populaire, la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement, si on peut simplifier un peu. Mmh. Oui, c'est ça. Est-ce que ces partis justement, soit de gauche radicale, soit de droite radicale, là on l'a bien vu dans cette élection, remplacent un petit peu, les partis qu'on appelait, bah, les partis un peu indépendantistes ou les partis régionaux qui, faisaient un peu qui étaient un peu les numéros 3, 4, 5 de la politique espagnole. On peut parler du Pays Basque, on peut parler évidemment de la Catalogne, on peut parler de la Galice, un peu de toutes ces même de l'Andalousie, de toutes ces régions qui avaient un peu des mouvements politiques qui étaient plus ancrés d'un point de vue local. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas voilà, une reconfiguration de ce paysage politique espagnol pour les partis, on va dire, de secondaire au niveau du nombre de voix, on va dire? En partie, en partie. Alors, il faut pas, considérer que les formations régionalistes ou séparatistes sont mortes en Espagne, hein, c'est loin d'être le cas. Par exemple, elles arrivent en tête à ces élections européennes dans une des 3 provinces basques et dans 2 des 4 provinces catalanes. Donc ça n'est pas négligeable, hein, il ne faudrait pas estimer que ce sont des partis qui ne comptent plus. Mais il est vrai que, comme les formations de gouvernement classiques, un Parti populaire et Parti socialiste ouvrier espagnol, comme ces formations-là, en fait, elles souffrent de la concurrence de nouvelles formations. Le si je enfin, comment dire? Si je veux utiliser une métaphore économique, sur le marché électoral et idéologique espagnol, en fait, on a de plus en plus d'acteurs, notables, de plus en plus d'acteurs qui sont susceptibles d'obtenir des résultats. Alors pas forcément des résultats mirobolants, mais des résultats remarquables quand même. Et donc forcément, bah, je veux dire la part du gât les parts du gâteau, distribuées, se réduisent pour tous ces partis et elles se réduisent aussi pour les formations séparatistes, ça c'est manifeste. Il me semble que, on voit un basculement idéologique à droite aussi en Espagne de plus en plus prononcé, y compris au sein des formations séparatistes, notamment en Catalogne. Aux dernières élections régionales catalanes qui ont eu lieu le 12 mai dernier, parce que l'Espagne a voté 4 fois cette année, 3 élections régionales et les élections européennes. En Catalogne, on voit une droitisation, y compris chez les séparatistes, un renforcement d'Ensemble pour la Catalogne, qui était un peu le parti séparatiste de droite traditionnel, celui de Carles Puigdemont, l'ancien président, qui avait organisé le référendum de 2017. Et puis on a vu l'apparition aussi d'une formation séparatiste d'extrême droite, qui s'appelle Alliance catalane, qui est menée par, Sílvia Oriols, qui est la maire d'une commune qui s'appelle Ripoll, dans le nord de la Catalogne, qui elle, est séparatiste radicale, mais aussi très anti-immigration, avec des déclarations que beaucoup qualifient de racistes. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal parce que la gauche, au niveau national, continue à gouverner et elle résiste. Ça vient du fait que, l'axe droite-gauche en Espagne est couplé et comment dire? Se combine à un autre axe qui est l'axe, on va dire, pour faire très, très rapide, hein, pour faire très simple, l'axe centralisation-décentralisation. Ou l'axe unionisme-indépendantisme si vous voulez. Et donc, vous pouvez avoir le Parti socialiste ouvrier espagnol, supposément de gauche, qui va s'allier avec des formations de droite, mais régionalistes ou séparatistes, parfois très à droite. Parti socialiste ouvrier espagnol compte sur les voix d'Ensemble pour la Catalogne, qui est une formation très clairement ancrée à droite sur les sujets économiques et d'ailleurs même sur un certain nombre de sujets sociaux, et qui s'est encore raidi ces dernières années, par exemple sur l'immigration. Parce qu'en fait, Ensemble pour la Catalogne voit dans la gauche espagnole, le meilleur moyen d'obtenir l'indépendance à terme ou en tout cas, en attendant, plus de concessions, plus de compétences, plus de pouvoir pour la Catalogne, très clairement. Ça fausse en fait beaucoup le jeu politique espagnol parce que ça donne à la gauche nationale le pouvoir, alors que si on compare ses résultats à ceux de la droite nationale, elle ne devrait pas avoir le pouvoir. Et en plus, ça fausse aussi la perception idéologique des Espagnols parce que, si vous êtes un parti très à droite, sauf sur la question territoriale, où là, vous allez aller vers la décentralisation, voire l'indépendantisme, et ben, dans ce cas-là, vous allez être rejeté à gauche dans la perception idéologique de beaucoup d'Espagnols. Et d'ailleurs, vous ne trouverez, c'est ça qui est assez amusant et ridicule à la fois, vous ne trouverez quasiment aucun parti politique séparatiste, ou régionaliste se qualifiant de droite ou acceptant l'étiquette de droite. Alors que indéniablement, c'est le cas pour un certain nombre. Mais parce qu'en fait, bon, il y a déjà le côté infantile, la droite c'est mal,
et la gauche, c'est gentil. Ça, c'est un côté infantile, voilà, qu'on retrouve dans de nombreux, pays. Mais aussi, il y a ce côté, si je suis très régionaliste, voire séparatiste, je ne peux pas être de droite. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui sont différentes. Oui, tout à fait. Et puis, puisqu'on parlait de ce gouvernement de gauche, justement, en Espagne qui tient, bah, non seulement, tu l'as bien noté, non seulement il tient bien la baraque, il limite les dégâts, comme on dit l'expression, mais en plus, sachant le climat qu'il y a, c'est-à-dire que Pedro Sanchez, donc le Premier ministre espagnol, à l'égard de plusieurs, a fait plusieurs fois la une des médias, on va le dire, sur non seulement plusieurs affaires, que ce soit les affaires de politique intérieure et de corruption, et des affaires, dont on y reviendra après, de politique extérieure. Comment est-ce qu'on peut qualifier, depuis la dernière fois où on s'est vu, depuis ces derniers mois, l'évolution de la situation de Pedro Sanchez en Espagne? Alors, c'est compliqué parce que, Pedro Sánchez est effectivement englué dans plusieurs affaires de corruption qui n comment dire? Qui ne le touchent pas toujours lui forcément, mais qui touchent ses proches. Alors ses proches sur un plan politique, mais ses proches sur un plan familial aussi. En 2024, au début de l'année 2024, on a commencé par avoir un vaste scandale touchant plusieurs poids lourds du parti socialiste, qui sont accusés en fait d'avoir participé à, comment dire? À des commissions illégales et à une vaste fraude sur les masques chirurgicaux durant la pandémie de Covid-19. Ça, c'est une première chose. Et puis peut-être plus grave encore, on a 2 proches familiaux de Pedro Sánchez qui, eux, sont dans la tourmente. Il y a son frère, David Sánchez, qui est, soupçonné, pardon, par la justice de, fraude fiscale et de malversation. Et puis on a son épouse, Begoña Gómez, qui, elle, est soupçonnée et elle est même, comment dire? Elle fait même l'objet d'une enquête judiciaire, à ce sujet, qui est soupçonnée de, corruption dans les affaires et de trafic d'influence. Pour résumer très rapidement, ce qui est reproché par la justice à Begoña Gómez, la femme de Pedro Sánchez, ou en tout cas ce pourquoi la justice se penche sur son cas, c'est, de s'être servie de son statut de femme du président du gouvernement espagnol, pour obtenir des avantages de certaines entreprises, en échange de quoi elle aurait convaincu son mari, je le mets au conditionnel évidemment, elle aurait convaincu son mari de donner des subventions aux dites entreprises. Pour le dire très rapidement, pour le résumer, c'est ça qui est en jeu, et ça fait la une des médias depuis un moment. Mais en fait, Pedro Sánchez est un spécialiste, de ce qui avait aussi été théorisé par Charles Pasqua en France, hein. Quand vous êtes pris dans une polémique ou un scandale, bah, vous créez un scandale dans le scandale et puis un autre scandale dans le scandale du scandale, vous les multipliez et puis à la fin, en fait, on ne sait plus où donner de la tête, et un scandale chasse l'autre, ce qui fait que tout est relatif, tout est relativisé, et peut-être que finalement, on n'arrive plus à hiérarchiser les scandales et que ça devient un bruit de fond. Ça, il est très fort pour ça. Ça, il sait très bien le faire. Je pense que c'est un de ses grosses forces sur le plan, politique. Je crois aussi qu'il a extrêmement bien compris et sans doute mieux qu'aucun autre, dirigeant politique national espagnol, il a très bien compris l'état de crispation et de polarisation de l'opinion publique en Espagne. C'est-à-dire qu'il a très bien compris qu'en fait, on est dans une logique en Espagne de bloc contre bloc, pour le dire très rapidement, bloc de droite contre bloc de gauche et que, finalement, les électeurs espagnols de gauche, notamment les électeurs du Parti socialiste, voteront pour lui quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Et alors c'est un peu vrai aussi à droite, mais je pense que c'est quand même beaucoup moins vrai qu'à gauche et notamment au sein du Parti socialiste. Il y a un attachement, irrationnel à la figure de Pedro Sánchez chez beaucoup d'électeurs et de sympathisants socialistes, qui se couple en fait à, la peur du fascisme. L'idée, c'est que si c'est pas Pedro Sánchez et la gauche qui dirige, ça va être le fascisme et donc on est prêt à tout accepter pour que le fascisme ne dirige pas, y compris finalement à s'allier aux séparatistes, à renier toutes les promesses qui ont été faites la veille, à accorder toujours plus de pouvoir aux formations indépendantistes, finalement aussi à coloniser les institutions, à dégrader la démocratie parce que, les autres en face seront pires, c'est les méchants. Il y a un On, côté on- irrationnel et infantile, hein, très on- clairement. on parle d'Emmanuel Macron ou on parle de Pedro Sanchez?
On parle de Pedro Sanchez, moi je crois, C'était un peu la même chose, hein, quand on regarde les oui, descriptions. oui, oui. J'aurais tendance à croire que Pedro Sanchez est plus fort qu'Emmanuel Macron à ce sujet, mais enfin après ça se discute, hein, faudrait voir dans le détail, mais j'aurais tendance à croire que Pedro Sanchez est plus fort qu'Emmanuel Macron à ce sujet. Hem Et par exemple sur l'affaire Begoña Gómez, donc les soupçons, concernant son épouse, hem, à chaque rebondissement judiciaire important, il écrit une lettre aux Espagnols, ce cher Pedro Sanchez, et vous entendez l'ironie dans ma voix, dans laquelle, il explique qu'en fait la justice est aux ordres de la droite, elle est instrumentalisée, c'est de la lawfare, qu'en fait c'est de la persécution politique contre la gauche, que c'est pour ça que le gouvernement doit beaucoup mieux contrôler la justice et aussi les médias. C'est-à-dire que, on voit quand même aussi un raidissement de plus en plus autoritaire de la part de Pedro Sanchez et de ses partenaires de coalition sur la question de l'indépendance de la justice et des médias. Et puis lors d'une réunion publique pour les élections européennes, il va faire scander le prénom de son épouse par la foule. Bon. Il va distribuer, il y a tout un ensemble de produits dérivés, du parti socialiste. Il va faire distribuer des bracelets avec le prénom de son épouse, et on atteint des sommets de délire, très sincèrement, que pour un dirigeant national, on n'avait pas atteint depuis les années 70 en Espagne, et je pense que tout le monde voit à qui je fais référence. Alors je sais que il y a des gens à qui ça ne fera pas plaisir comme comparaison, mais pour un dirigeant national, on n'avait en fait jamais vu ça en Espagne depuis les années 70. Hem, il y a quelque chose de captivant et en même temps de terrifiant, je trouve, dans cette dérive de plus en plus prononcée, non seulement des socialistes, de Pedro Sanchez, de son gouvernement, mais aussi de toute une partie de l'électorat espagnol, parce que ces gens-là n'ont pas fait de coup d'État, hein. On peut leur reprocher bien des choses sur la dégradation de la démocratie en Espagne, mais ils ont été élus et ils ont été réélus. Donc c'est aussi une partie de l'électorat espagnol qui cautionne ça et qui s'engouffre dans la brèche avec une délectation et un enthousiasme, comme je dis, captivant et terrifiant à la fois. Non, mais ce qui est très intéressant, moi je continue avec cette comparaison qui, certes, n'est pas, voilà, qui n'est pas parfaite, mais cette comparaison entre Macron et Sanchez, parce qu'on peut dire que d'un point de vue médiatique, les deux ont des problèmes avec leurs épouses, hein, également. C'est vrai, oui. D'ailleurs, alors, Tu vois, il y a quelque chose. Ouais. oui, 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 oui. Alors bon, il y a évidemment toujours une part, c'est une réalité et on peut le déplorer. Malheureusement, c'est la réalité de la politique politicienne. Il y a une part aussi d'attaque personnelle pour tenter de déstabiliser l'adversaire. C'est pas le plus glorieux de la politique, loin de là, mais c'est comme ça. Il y a aussi, c'est une théorie alors, moins répandue qu'en France concernant Brigitte Macron, mais il y a aussi une théorie concernant Bégonia Gomez selon laquelle c'était un homme à la naissance. Non, mais Bon, ce genre sérieusement. oui, 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 ça existe aussi. Alors c'est moins développé qu'en France, mais ça existe aussi. Alors moi, c'est une théorie que je trouve, enfin, d'une part absurde et d'autre part dont je me contrefous, que ce soit dans le cas de Brigitte Macron ou de Bégonia Gomez, parce qu'en fait, Bon, on c'est s'en fiche, quoi. oui, oui, non, mais complètement. Je veux dire, ça n'a aucune importance politique, mais enfin, ça existe aussi. Hem, alors je sais qu'il y a des gens qui y accordent beaucoup d'importance et qui expliquent que c'est capital, mais moi je considère que c'est vraiment, inintéressant au possible et farfelu pour ne pas dire autre chose. Mais ça existe aussi effectivement. Mais je crois aussi que Pedro Sanchez se prend pour le chef de l'État, qu'il n'est pas en Espagne, hein, je le rappelle, heu et que logiquement, Oui, parce qu'on rappelle, techniquement, c'est le roi. oui, tout à fait, oui, qui est le chef de l'État, C'est le c'est roi, le chef Philippe de VI, l'État, lui, hein. le chef du gouvernement, on rappelle. C'est ça, voilà, exactement. Alors certes, c'est lui qui, avec son gouvernement, définit la politique, mais il n'est pas le chef de l'État. Il y a plein d'indices, hein, qui laissent montrer qu'en fait, il serait bien content d'être le chef de l'État et qu'on se débarrasse de l'autre, là, un peu encombrant, qui l'embête. Et donc il considère finalement aussi son épouse comme la première dame, quelque part, ce qu'elle n'est pas non plus, puisque techniquement, la première dame en Espagne, c'est la reine. Donc c'est aussi il y a aussi une dérive autoritaire ou en tout cas césariste, on pourrait dire, de Pedro Sanchez à ce niveau-là. Alors, je suis pas en train de dire que les autres partis politiques sont exemplaires en Espagne, que ses adversaires sont très bien. Je tiens à le préciser parce que certaines personnes pensent parfois que je roule pour le Parti populaire ou Vox, qui sont des partis pour lesquels j'ai assez peu de sympathie, même si je peux avoir parfois des points d'accord avec eux, mais enfin j'en ai avec presque tous les partis politiques en France ou en Espagne. Ces adversaires, on peut leur reprocher beaucoup de choses et ils sont aussi en partie responsables de la situation actuelle du pays, notamment sur le plan de la polarisation et de la crispation politique. Il n'empêche que je considère qu'aujourd'hui,
Ne serait-ce que parce qu'il a le pouvoir, mais au-delà de ça, parce il a vraiment une dérive très, très inquiétante depuis des années, quasiment depuis qu'il est au pouvoir en réalité, hein, depuis 2018. Pedro Sanchez fait preuve d'une dérive, oui, et c'est pour moi le parti socialiste est pour moi le parti le plus inquiétant en Espagne, et de loin et de loin. Ça ne veut pas dire que je trouve les autres partis formidables, loin de là, mais c'est pour moi le parti le plus inquiétant en Espagne, hein, je le dis très clairement, comme je le pense, hein. Petite question bonus, puisqu'on on a la chance de t'avoir. Petite question bonus, est-ce que il y a des partis ou des forces politiques en Espagne qui proposent ou en tout cas parlent comme on peut en avoir chez nous, hein, par exemple des formations plus modestes, mais qui parlent de la sortie de l'Espagne de l'Union Européenne, ou alors c'est absolument pas dans le débat, enfin les problèmes européens, il peut y avoir des partis un peu eurosceptiques ou eurocritiques, mais est-ce que ça fait partie du débat ou alors pas, c'est pas du tout dans l'espace politique espagnol? Alors, c'est assez marginalement présent dans l'espace politique espagnol. L'Espagne reste un pays globalement europhile, même si c'est vrai que l'opinion publique espagnole a évolué concernant l'Union européenne aussi pour différentes raisons et notamment à la suite de la crise économique de 2008. On a des partis eurocritiques, chacun à sa manière. On a Vox à la droite radicale, on a Sumar et Podemos à la gauche radicale. Le parti Se acabó la fiesta d'Albice Pérez dont je parlais tout à l'heure a, parmi ses propositions phares, l'organisation d'un référendum sur l'appartenance de l'Espagne à l'Union européenne, un peu sur le modèle, de ce qui s'est fait avec le Brexit au Royaume-Uni en 2016. Je suis pas persuadé que ce soit ça qui ait fait son succès à ces élections, hein. Je pense que c'est pas la question qui a été centrale pour les électeurs qui ont choisi de glisser un bulletin, Albice Pérez dans l'urne. Mais c'est intéressant de voir que c'est un parti qui propose ça. Après c'est pas une question centrale dans l'opinion publique espagnole, hein. Il faut pas se faire d'illusions là-dessus. J'aurais tendance à croire, c'est ce que je dis un petit peu souvent, alors là aussi, hein, comparaison n'est pas raison, ça vaut ce que ça vaut, mais au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, bon, je suis pas fan de la comparaison Union soviétique-Union européenne, mais c'est pour que les spectateurs nous comprennent. Hem, Au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, en fait, les derniers pays à en sortir sont les pays d'Asie centrale. Parce et ils en sortent parce qu'en fait, l'Union soviétique n'existe plus, tout simplement. Je veux dire, ils en sortent de facto. Ce qui contredit d'ailleurs à l'époque la théorie d'Hélène Carrère d'Ancos, hein, qui pensait que l'éclatement de l'Union soviétique viendrait des républiques d'Asie centrale à cause du fait religieux, alors que l'Union soviétique a éclaté au cœur, au centre, hein. Elle a éclaté en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Bon. Et je pense, si on revient à la situation espagnole, je pense que, en fait, l'Espagne sortirait de l'Union européenne si l'Union européenne n'existait plus. Alors, il peut y avoir plein de surprises et il est très difficile de prévoir, ce qui peut se passer à court, moyen et long terme sur le plan politique en Espagne parce qu'on a eu énormément de surprises ces dernières années, des choses qu'on pensait impossibles et qui sont arrivées, qu'on pensait impossibles 1 an avant. Donc je me garderai d'être complètement affirmatif, mais quand même, je pense que c'est pas du tout, une préoccupation centrale des Espagnols. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique vis-à-vis de l'Union européenne en Espagne, vis-à-vis de son fonctionnement actuel. Ça, c'est encore autre chose. Le Comme je le disais, la gauche radicale et la droite radicale sont critiques vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne. Il est clair que Vox, par exemple, va vouloir une Europe des nations, qu'il est plus proche de Giorgia Meloni en Italie, de Viktor Orban en Hongrie, du PIS en Pologne, et cetera. Mais Vox n'est pas un parti qui milite pour la sortie de l'Espagne hors de l'Union européenne. Dans les partis qui commencent à avoir un peu d'importance, on ne voit pour le moment que c'est Acabó la Fiesta, le parti d'Albice Pérez, qui propose un référendum sur la question. Est-ce que c'est une proposition qui va être maintenue dans le temps? J'ignore complètement, hein, surtout que je pense que le personnage, a certes des convictions, mais qu'il en a d'autres aussi. Hein, c'est le bon mot des Marx Brothers, hein, c'était, «J'ai des principes, mais si vous voulez, j'en ai d'autres». Je pense qu'il y a un petit peu de ça chez lui, mais enfin bon, c'est pas le seul, hein. Mais en tout cas, c'est pour le moment le seul parti un tout petit peu présent dans l'espace politique espagnol qui, comment dire? Qui propose ça, voilà, pour le résumer rapidement.
Je crois que tu me posais une question aussi sur, la politique étrangère de l'Espagne. Je peux peut-être y répondre Oui. rapidement. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'allais revenir, c'est Mmh. que est-ce qu'il y a eu une influence, parce qu'on a vu que le parti justement socialiste de Pedro Sanchez, et Pedro Sanchez lui-même s'est beaucoup impliqué dans le conflit à Gaza. Notamment, ben, il y a eu beaucoup de soutien, non seulement ben, un peu de la rue espagnole, mais également de certains partis, notamment à gauche en Espagne, pour la cause gazaoui et palestinienne, on va dire. Mmh. Est-ce que ça a eu une influence est-ce que à l'interne sur la situation espagnole? Et est-ce qu'il y a eu une façon de surjouer un peu cette carte, justement, parler des affaires? Est-ce que on a eu surjoué cette carte, justement, internationale pour mettre un peu sous le tapis certaines affaires nationales? Alors c'est possible. De toute façon, c'est là aussi, ça fait partie, on peut s'en comment dire? S'en lamenter, mais ça fait partie de la politique, hein. Tous les dirigeants et leurs opposants essayent de faire ça, de surjouer la carte internationale, de se donner une stature internationale pour faire oublier momentanément les problèmes intérieurs, pour se donner une bonne image au niveau international. Je crois que ça se greffe aussi avec Pedro Sanchez. Je pense qu'il a un profond amour, hein, de lui-même déjà, ça c'est une première chose. Et puis de la politique internationale, ça lui plaît beaucoup. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un très bon diplomate, ça c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, il aime bien briller sur la scène internationale. Il n'est jamais aussi heureux que dans les sommets internationaux, que ce soit des sommets européens ou même à une échelle plus large. Heu et il adore organiser des sommets en Espagne. Il y a eu le sommet de l'OTAN à Madrid, il y a eu le sommet de la Communauté politique européenne à Grenade. Il a été élu par acclamation, parce qu'il était le seul candidat, il a été élu par acclamation, secrétaire général de l'Internationale socialiste. D'aucuns lui prêtent, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel il a vraiment réfléchi, mais d'aucuns lui prêtent, des ambitions sur la scène européenne, présider le Conseil de l'Union européenne ou bien éventuellement être secrétaire général de l'OTAN. Bon ça me semble un peu plus compromis maintenant. Heu, donc il y a ça aussi et puis je pense qu'il y a effectivement des convictions ancrées à gauche, même chez lui. C'est difficile de voir des convictions chez Pedro Sanchez, mais même chez lui, on peut quand même les déceler au moins dans ce domaine-là, notamment sur la question israélo-palestinienne. Alors, c'est pas une surprise majeure, la gauche espagnole, comme la gauche de beaucoup de pays européens, est pro-palestinienne dans le conflit. Voilà. Ça, c'est pas une surprise majeure et la droite, inversement, est pro-israélienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, au XXe siècle notamment. Jusque dans les années 80, c'était la droite espagnole, la droite franquiste notamment, qui était pro-arabe et d'ailleurs le franquisme n'a jamais reconnu l'existence de l'État d'Israël. Il a fallu attendre 86, les socialistes, pour que l'Espagne reconnaisse officiellement l'État d'Israël. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une inversion historique aussi, hein, à ce sujet. Hem et puis l'opinion publique espagnole est très largement favorable, pardon, très largement favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, au cessez-le-feu à Gaza et puis, aussi je crois à, comment dire? À l'exigence de responsabilité, y compris judiciaire, pénale, vis-à-vis des dirigeants israéliens pour ce qui se passe à Gaza. Et donc je pense que la reconnaissance de l'État palestinien par Pedro Sanchez, qui s'est coordonné pour ça avec l'Irlande et la Norvège, hem, obéit aussi, à un ressenti, je pense, majoritaire de la population espagnole. Il y a évidemment des Espagnols qui n'y sont pas favorables, mais je pense que majoritairement les Espagnols le sont. Hem, Pedro Sanchez joue un jeu sur la scène internationale qu'on peut trouver critiquable. On peut critiquer ses choix politiques en matière diplomatique. Je pense que, par exemple, sur la question du Sahara occidental, à mon avis, sa position est très critiquable et en plus, c'est une position à rebours de tout ce que la gauche espagnole avait toujours défendu. Mais je crois que globalement, et ça, c'est peut-être un de mes points d'accord avec Pedro Sanchez, c'est que globalement, il essaye de jouer une politique d'équilibre. Alors, avec ses limites, avec les limites du personnage, je pense pas que ce soit un diplomate extraordinaire, mais dans les résultats, on voit qu'il y a une certaine volonté d'équilibrer les choses, entre l'Est et l'Ouest. On se croirait revenu au temps de la guerre froide, hein, mais c'est un peu ça. Heu, Entre Israël et la Palestine, entre la Russie et l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de position. D'abord, l'Espagne reste dans l'OTAN, ça c'est une première chose. L'Espagne officiellement soutient l'Ukraine contre la Russie, mais enfin, c'est un soutien que l'Ukraine a beaucoup critiqué par le passé pour sa mollesse.
L'Espagne est un des pays qui en fait le moins en faveur de l'Ukraine en C'est un termes soutien de léger, hein, on va dire, voilà, oui. Et l'Espagne a toujours voulu maintenir des bons rapports économiques, en tout cas le mieux possible avec la Russie, en matière gazière, en matière touristique aussi. L'Espagne a toujours milité, par exemple, contre l'interdiction des visas touristiques pour les Russes. L'Espagne et le gouvernement se réjouissent du retour des Russes sur le marché immobilier, espagnol, sur la côte méditerranéenne, par exemple, notamment dans le domaine du luxe. Heu, donc il y a une forme d'équilibre. Alors après, je sais que cet équilibre ne enfin, comment dire? Il certains vont le critiquer pour tel ou tel dossier. Et je dis pas que c'est incritiquable, hein. Il y a on peut émettre des critiques, tous les avis sont par définition acceptables. Mais je pense que globalement, si on prend au global, il me semble que c'est un des rares points que je reconnaîtrais à Pedro Sanchez. Alors ensuite, c'est vrai qu'il n'est pas forcément aidé, comment dire, par les soutiens qu'il peut recevoir de l'étranger. Parce que, par exemple, quand il reconnaît l'État de Palestine, il va être soutenu par les talibans, qui vont saluer son geste. Alors, c'est C'est vrai sûr que que ça n'aide pas beaucoup. non, ça n'aide pas et c'est sûr que c'est pas très habile de sa part. Cela dit, heu, ça n'invalide pas, je pense, la question de la reconnaissance de l'État palestinien. C'est-à-dire que c'est pas parce que les talibans trouvent ça bien qu'on doit trouver forcément ça mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On c'est pas pour autant qu'on trouve les talibans formidables et qu'on est d'accord avec eux. Je prends toutes les précautions du monde parce que d'ici à ce que ce soit mal interprété ce que je dis. Hem, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, effectivement, oui, c'est sûr que bon, on n'aime pas trop être soutenu par les talibans, et ça fait pas, ça la fout pas très bien, comme on dit, familièrement. Mais je pense pas qu'il se soit trompé sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Je sais que j'ai des amis et des contacts avec à qui ça ne va pas plaire. Je sais qu'ils sont très pro-israéliens, et c'est un sujet sur lequel il est très difficile de débattre, parce que les gens Oui. se hurlent dessus et se détestent, s'ils sont dans des camps opposés. Et je pense qu'on peut tout à fait être favorable à la reconnaissance de l'État palestinien sans trouver que ce qui a été fait le 7 octobre, 2023, dans le sud d'Israël est formidable, hein. Je pense que c'est pas incompatible. On peut tout à fait trouver, heu, monstrueux ce qui s'est passé à ce moment-là et en même temps, ne pas accepter non plus ce que fait, l'État israélien en Palestine, dans la bande de Gaza plus précisément et vouloir qu'il y ait un État palestinien pleinement reconnu. C'est pas incompatible, hein. Moi, je ne suis pas non plus sur une position, anti-israélienne forcenée, loin de là. Donc, comment dire? Voilà, ça c'était mon avis personnel. Je sais que c'est un terrain extrêmement miné et je sais que j'ai des contacts, qui vont être très mécontents, et avec qui je ne je ne peux pas parler de ça parce que je sais que, voilà, ils vont s'en scandaliser. Mais, Mais ça explique en partie la position espagnole, voilà. oui, je pense qu'il y a cette question d'équilibre. Je pense qu'il y a cette question d'équilibre. Alors, je dis pas que c'est forcément théorisé ou toujours conscient de la part de Pedro Sanchez, mais j'ai tendance à juger une politique plutôt sur ses résultats que sur ses intentions. C'est un peu peut-être un peu bête parce qu'il y en a pour qui, c'est les déclarations et les intentions, c'est merveilleux et qui à la fin se fichent des résultats. Mais j'ai envie de dire que si on part de présupposés qui sont à l'opposé des miens et qu'on obtient un résultat qui me satisfait, finalement, je vais m'en contenter. Et là, sur la politique étrangère, globalement, alors il y a des choses que je critique, hein, mais globalement, je trouve que c'est plutôt intéressant chez Pedro Sanchez. Il y a des choses que je critique, je parlais du Sahara occidental, je pense que sa politique latino-américaine n'est pas forcément la plus habile non plus, loin de là, mais au global, on va dire, je trouve ça personnellement plutôt pas mal. Eh ben, en tout cas, on suivra tout ça. Nicolas, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne du Cercle Aristote. Évidemment, tu es le bienvenu quand tu as envie, justement pour Merci. parler de l'Espagne, de tes sujets, de l'espace hispanophone de manière générale, puisque, on le rappelle, hein, voilà, tu as sorti un bon nombre d'ouvrages, non seulement sur l'analyse politique, mais également sur les aspects culturels et linguistiques espagnols. Et donc, ben voilà, bonne chance également pour tout ce qui est correction, hein, parce que nous sommes au mois de juin. Merci. Donc, Oui, va y en avoir beaucoup. Et puis, évidemment, bah, dès qu'il y a une actualité sur le monde politique ou culturel ou la situation internationale de l'Espagne ou des espaces hispanophones de manière générale, bah, évidemment, tu es plus que le bienvenu. Merci beaucoup. merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.